Il est sur une chaire, il a 2 micros qu'il ajuste devant sa bouche et son regard est fixe. Cet homme s'appelle Philippe Simot. Devant lui, plus de 3000 personnes. Des entrepreneurs, des rêveurs, des curieux, des sceptiques. Certains ont fait des heures d'avion pour arriver là, d'autres juste quelques stations de métro. Tous venus pour une promesse, le retour. Mais lui ne voit plus la foule. Il voit les visages dans la foule. Ceux qui l'aiment, ceux qui doutent et surtout ceux qui l'attendent au tournant. Dans la première rangée, il y a un jeune homme qui a payé pour une formation et qui espère encore que son rêve devienne concret. Un peu plus loin, une femme qui note chaque mot, prête à juger chaque faille. Derrière les caméras, il y a des journalistes venus guetter le moindre faux pas. Le petit tremblement de voix qui confirme leurs soupçons. Le roi est libre. Sur ses épaules, Philippe porte bien plus qu'un micro-cravate. Il porte 150 ans d'histoire de mutilation. L'histoire d'un continent qu'on a fait douter de sa propre lumière. Il porte le regard d'une diaspora partagée. Partagée entre une diaspora qui est convaincue qu'il ne faut pas rentrer au pays, que la France c'est chez nous, et une diaspora qui est convaincue qu'il faut retourner en Afrique. Cette diaspora un peu perdue, cette diaspora qui n'arrive plus à savoir où elle est vraiment chez elle. Et ce soir-là, dans cette salle pleine à craquer, on n'est pas seulement dans une conférence. Ce soir-là, c'est un jugement silencieux, un combat entre deux forces, le rêve et la défiance. L'espoir d'un continent qui se redresse et la peur que tout s'effondre si Philippe venait à tout laisser tomber. Parce qu'il faut l'avouer, si ce mouvement s'arrête, si Back to Africa devient un souvenir, si Back to Africa cessait tout simplement d'exister, ce ne serait pas juste la fin d'un business. Ce serait comme éteindre la dernière étincelle qui disait aux jeunes « le retour est possible ». Alors pendant que les projecteurs chauffent le visage de Philippe Simot, pendant que la salle retient son souffle, Philippe inspire profondément. Dans quelques secondes, il va parler. Mais ce soir, ce n'est pas seulement l'homme qui monte sur scène, c'est le symbole qui est présent. Et derrière le sourire maîtrisé, il y a un secret, un projet caché, une stratégie que personne n'a encore comprise. Et si le vrai projet de Philippe Simot n'était pas celui que tout le monde croit, si c'était plus profond que ça, c'est ce que nous allons découvrir maintenant dans cette vidéo. En parlant de ce que les gens croient, il faut absolument que je te partage quelque chose. Tu sais, pendant que tout le monde parle d'IA comme d'une menace, aux États-Unis, les gens l'utilisent déjà pour sortir définitivement du manque d'argent. Ils ne passent pas leur temps à lancer des business miracles, ils apprennent juste une compétence basée sur l'intelligence artificielle pour générer des revenus récurrents déconnectés de leur temps. Et la bonne nouvelle, c'est que le 20 novembre prochain, j'organise un webinaire exclusif où je vais te montrer exactement comment faire pareil étape par étape. Tu n'auras pas besoin de créer ton propre produit ni de devenir influenceur. Tu apprendras des compétences accessibles à tous, quel que soit ton diplôme ou ton âge. Si tu veux comprendre pourquoi apprendre cette compétence basée sur l'IA et pourquoi c'est la nouvelle opportunité économique la plus puissante pour les salariés et les créateurs en 2025 et 2026, alors tu vas faire une chose, surtout si tu veux en profiter avant que tout le monde se réveille. J'ai mis un lien d'inscription sous la vidéo. Il faut que tu cliques dessus, que tu ouvres la page à côté pour t'en souvenir, ou bien n'oublie pas, il faudra que tu cliques à la fin de la vidéo pour pouvoir t'inscrire. Tu vas t'inscrire à un webinaire. Il faut savoir que les inscriptions sont gratuites, mais les places sont limitées. Je ne peux rien, c'est l'outil qui est fait comme ça. Donc, je vais te montrer tout le 20 novembre et ce sera peut-être la dernière fois que je révèle toutes ces choses. Donc, pense à t'inscrire à la fin de la vidéo et sur ce, on continue. À cette étape de l'histoire, j'imagine que tu veux comprendre ce qui se passe dans cette salle. Alors, pour comprendre, il faut juste remonter le temps. Bien avant Philippe Simot, bien avant YouTube, bien avant les business plans, et même bien avant tous les avions qui ont emmené nos parents en Europe. Parce que l'ennemi qui l'affronte ce soir-là, ce n'est pas un homme. L'ennemi qui l'affronte ce soir-là, c'est une idée née dans la tête de nos aïeux. C'est une idée qui a été nourrie par un siècle de domination et transmise parfois sans le vouloir. C'est une idée qui est finalement un héritage de méfiance et de honte. Ce que je m'apprête à vous raconter se passe à la fin du 19e siècle. L'Europe découpe le continent africain à la règle et au compas. En 1884, il y a la conférence de Berlin.
On a 14 puissances occidentales qui se partagent des territoires qui ne leur appartenaient pas. Les frontières que tu connais aujourd'hui, Nigeria, Cameroun, Congo, Sénégal, naissent dans une salle où aucun Africain n'était invité. Ce jour-là, on ne trace pas seulement des lignes sur une carte, on trace des lignes dans les esprits. Le colonisateur arrive avec deux promesses, des promesses simples, la civilisation et le progrès. Mais ces promesses avaient un prix qu'on a tous payé très fort. Parce que pour civiliser, il fallait d'abord dévaloriser l'Africain. On apprend à l'enfant noir que sa langue est primitive, que sa culture est arriérée, que sa peau est une tache et que seule la France ou l'Angleterre ou la Belgique, que sais-je, peut illuminer cette peau. Les écoles coloniales apprennent l'histoire de Vercingétorix, de Louis XIV, mais jamais celle de Soundiata Keïta ou de Mansa Moussa. Au résultat, on grandit en regardant l'Europe comme le modèle et l'Afrique comme un échec perpétuel. Puis viennent les indépendances dans les années 1950 à 1960. Sur le papier, ça correspond à la liberté, mais dans les faits, les économies des pays africains sont des économies dépendantes. La monnaie principale est contrôlée, le franc CFA qui a été créé en 1947 reste arrimé au trésor français. Les frontières sont figées, les matières premières qui sont exportées d'Afrique sont exportées brutes et transformées à l'étranger. Un mot apparaît dans les rapports des économistes, ils appellent ça le néocolonialisme. Les jeunes États africains héritent de tout, mais sauf d'un outil qui est fondamental, la confiance en soi. Dans les années 1970 à 1980, les plans d'ajustement structurel imposés par la Banque mondiale et le FMI plongent les économies africaines dans l'austérité. Les écoles sont fermées, la fonction publique est complètement gelée, les salaires s'effondrent. Le résultat est sans appel. Une génération entière de diplômés en Afrique se retrouve sans avenir. À ce moment-là, alors que dans le désir des indépendances, les pays africains avaient un peu d'espoir, l'Occident redevient un rêve inéluctable. L'immigration devient un projet, presque une religion. Quitter le pays, c'est réussir. Rester au pays, c'est la garantie d'échouer. Des années 1990 aux années 2010, une grosse immigration va se faire de l'Afrique vers le reste du monde, notamment vers les pays développés d'Occident. La diaspora va s'étendre et en s'étendant, elle va s'enrichir. Les transferts d'argent de la diaspora vers l'Afrique vont atteindre des niveaux records. Plus de 95 milliards de dollars par an envoyés pour l'ensemble du continent. Mais force est de constater que ces milliards ne guérissent pas les fractures en Afrique. Ces milliards vont plutôt entretenir une illusion, celle que le salut est vraiment en Europe ou ailleurs dans d'autres pays occidentaux. Et c'est ce poison-là que Philippe affronte ce soir-là. Pas seulement des critiques sur ses vidéos, il affronte 150 ans de réflexes coloniaux. Cette voix invisible dans la tête de beaucoup d'Africains qui murmurent la même phrase, ce qui vient de chez nous ne vaut rien. La voix répète, un noir ne peut pas enseigner à un noir. L'Occident, c'est mieux que nous. Le vrai mal à ce moment-là, c'est un désamour de soi. C'est un doute collectif. C'est un logiciel mental transmis de père en fils, de mère en fille. Jusqu'à ce que notre génération arrive. Jusqu'à ce que dans notre génération naissent des héros. Jusqu'à ce qu'un jour, un type de Douala monte sur scène à Paris et ose dire le contraire. Et finalement, c'est là que naît le conflit principal de cette histoire. Ce soir au Palais des Congrès, Philippe Simo n'est pas face à des haters. Ce soir au Palais des Congrès, Philippe Simo est face à l'héritage colonial, face à la fracture psychologique d'un peuple qui cherche encore à se réconcilier avec lui-même. Et si ce combat-là échoue, si le mouvement Back to Africa s'éteint, ce n'est pas une conférence qui disparaît. C'est le dernier bastion de notre foi en nous-mêmes. Philippe ne le dit pas, mais dans sa tête, il le sait. Il sait, je sais qu'il entend cette phrase dans sa tête. Ce que je combats, ce n'est pas le doute des autres vis-à-vis de moi. Ce que je combats, c'est le doute qu'on nous a appris à avoir depuis toujours les uns vis-à-vis des autres. Et finalement, c'est ce combat-là, ce combat contre cet ennemi invisible que nous allons décoder maintenant et pour le reste de la vidéo. Parce que comprendre ce poids historique, c'est comprendre le vrai projet de Philippe Simo. Celui que personne ne soupçonne et celui que je vais vous révéler à partir de maintenant. Le Philippe qu'on a vu sur scène au Back to Africa, ce n'était pas un homme qui parlait. C'était un héritier qui tentait de briser un sort. Depuis un siècle et demi, l'Europe a défini le succès pour l'Africain. Et ce soir-là, Philippe Simo essaie de le redéfinir. Mais pour ça, il doit rentrer dans le système.
Il doit le hacker de l'intérieur. Quand Philippe avait créé Investir au pays, beaucoup pensaient qu'on parlait seulement d'argent. En vérité, Philippe a toujours parlé de mentalité. Son but n'était pas que de vendre des formations. Je l'ai compris longtemps après. Son but était vraiment de reprogrammer la perception du possible. Tu vois, les Africains ont appris à rêver en euros. Philippe veut qu'ils réapprennent à rêver en impact. Alors il utilise les armes du monde moderne. YouTube, storytelling, marketing, personal branding. Il sait que l'attention est la nouvelle monnaie et il y va fort. Il s'en sert comme un cheval de Troie. Il ne vend pas que des vidéos, il vend une vision. Et la vision que Philippe vend est claire. Tu peux construire chez toi ce que tu crois devoir chercher ailleurs. Et en réalité, je l'ai déjà exprimé dans une autre vidéo, mais Philippe arrive à une époque. On est en 2018 et c'est l'ère des coachs, des formateurs, des self-made men. Tout le monde parle de business, mais peu parle d'Afrique. Philippe avait compris avant les autres que le vrai marché, ce n'est pas la France, mais que le vrai marché, c'est la frustration collective de la diaspora. Et quand on parle de diaspora, on parle d'une génération coincée entre deux réalités, trop étrangère pour être pleinement acceptée en France et en Occident, mais surtout trop distante pour se sentir légitime en Afrique. Alors Philippe va essayer de construire un pont, un seul endroit où tout le monde passe, mais où personne ne veut rester. Et ce pont, il va l'appeler Back to Africa. Il va créer ce pont avec un seul carburant, le carburant de la foi. La foi qu'un jour, la diaspora sera vraiment le moteur du développement de l'Afrique. Mais voilà, un rêve ne se gère pas comme une entreprise. Quand tu deviens le symbole d'un retour collectif, tu ne peux plus échouer en privé. Chaque fois qu'un projet tombe, c'est une génération qui doute. Chaque critique devient un procès de civilisation. Chaque échec personnel devient un argument colonial recyclé. Tu vois, ils ne savent même pas gérer. Et c'est là que le piège se referme, mais sur nous tous. Parce que lorsque le rêve s'institutionnalise, c'est le symbole qui se rigidifie. Et Philippe, à ce moment-là, doit choisir. Est-ce que Philippe doit désormais protéger son image ou continuer à dire tout haut la vérité que les gens pensent tout bas? Et s'il dit la vérité que les gens pensent tout bas, il prend le risque de créer un mouvement de détestation vis-à-vis de sa personne et de mettre en danger tout un mouvement qui est salutaire pour toute une génération. Ce que peu de gens ont compris, c'est que Philippe ne veut pas seulement motiver les Africains. Et moi-même, je ne le comprenais pas. J'ai vraiment compris en discutant directement avec lui. Il veut créer un système reproductible, un modèle d'éducation économique. Pas un business model basé seulement sur la formation, mais une infrastructure de transfert de compétences. En clair, ce que Philippe veut, c'est passer du discours au dispositif. Il a créé au sein d'Investir au pays un incubateur. Il veut créer des filiales, des zones pilotes sur le continent pour prouver que son modèle marche. Ce que Philippe veut, c'est faire de Back to Africa non plus un événement, mais un écosystème de croissance. Son obsession, c'est de ne plus former des rêveurs, mais des exécutants. Des gens qui sont capables de transformer une idée en entreprise et une entreprise en communauté forte. Mais face à ce projet, Philippe combat un ennemi de taille. Parce qu'au fond, ce qu'il combat, ce n'est pas la pauvreté, c'est le réflexe du spectateur. Ce virus mental transmis depuis la colonisation, on nous a appris à regarder, admirer, consommer, mais ne jamais construire. Et c'est là où peut-être une grosse tragédie commence. Parce que même si Philippe parvient à rallumer les consciences, il doit composer avec une diaspora qui est complètement désabusée, qui est prisonnière d'un monde numérique où le like remplace l'action. Et ça ne peut pas fonctionner. Si on revient dans cette salle mythique du Palais des Congrès à Paris, chaque spectateur dans cette salle est un soldat potentiel. Mais tous n'iront pas au front, et ça c'est le malheur. Certains repartiront avec des selfies, d'autres avec une idée, et quelques-uns peut-être avec une mission. Et c'est là que réside le pari secret de Philippe. L'idée n'est pas de transformer tout le monde. On sait que tout le monde n'ira pas au front. S'il parvient à transformer 1% des rêveurs en bâtisseurs, alors le système bascule. Certes, pas en un jour, mais à la vitesse des consciences qui se réveillent. Ce jour-là, pendant l'événement du Back to Africa, Philippe n'avait pas vendu un ticket. Il avait semé une graine. Une graine en chacune des personnes qui étaient là présentes. Il le sait, certains ne comprendront peut-être pas. Certains le critiquent, mais ce n'est pas grave. Parce que le vrai projet de Philippe Simon n'est pas de convaincre tout le monde, son vrai projet est de réparer l'idée qu'on se fait de nous-mêmes. Un jour comme moi, vous comprendrez ce que je dis. Un jour, vous comprendrez que Back to Africa, ce n'est pas un empire personnel. C'est vraiment une école. C'est vraiment un pont. C'est vraiment un canevas. Mais il faut que j'aie l'humilité et l'honnêteté intellectuelle de vous admettre quelque chose. Cette année, quelque chose au Back to Africa a changé.
Ceux qui viennent depuis le début l'ont ressenti tout de suite. Moi, j'y étais pour la première fois, donc pour moi, tout était magnifique. Mais il se disait dans les couloirs que la salle paraît plus grande qu'avant. Non pas parce qu'elle a grandi, mais parce qu'il a eu un peu moins de monde pour la remplir. À vue d'œil, quelques centaines de sièges étaient vides. Des rangées entières où les années précédentes, on se battait apparemment pour trouver une place. Pour moi, l'énergie était là, il y avait de l'énergie dans la salle, mais a priori, l'énergie était différente pour ceux qui étaient là les 2 premières années. Je me pose la question entre les 5 personnes différentes que j'ai interrogées pour avoir leur retour sur le Back to Africa et moi-même qui ai un sentiment beaucoup plus positif, qui de nous a vraiment raison? J'aurais voulu dire que c'est moi qui ai raison et que eux, ils ont tort. Mais je ne suis peut-être pas objectif. Peut-être je ne le suis pas à cause de ma nature optimiste. Mais vraiment, quand on réfléchit, est-ce que c'est important? Parce que ce jour-là, Philippe Simo parlait toujours aussi fort et avec l'énergie qu'on lui connaît. Il parlait très fort même si quelque chose avait bougé entre 2024 et 2025. Parce que vous ne le savez pas, mais je l'ai un peu documenté sur cette chaîne, sur ma première vidéo que j'ai faite sur Philippe Simo. Mais depuis un an, les critiques vis-à-vis de l'homme se multiplient. Sur les forums, les réseaux sociaux, les groupes Telegram, les questions reviennent. Où sont les projets présentés l'an dernier? Les entreprises ouvertes en Afrique, est-ce qu'elles fonctionnent vraiment? Combien de deals concrets sont sortis de ces événements Back to Africa? Ce sont certes des questions légitimes, mais auxquelles personne ne répond clairement. Comme les réponses ne viennent pas, et étant donné que la nature a horreur du vide, les rumeurs prennent le relais. Et dans une époque où la confiance se mesure aux stories, chaque silence devient une accusation. Les visages commencent à changer, les admirateurs deviennent un peu sceptiques. Les sceptiques deviennent un peu accusateurs. Et la scène qui servait de tribune à Philippe Simo risque de se transformer peu à peu en tribunal pour certains. Mais avec cette vidéo, je vais vous encourager. Non pas pour être des admirateurs de Philippe, mais pour croire au rêve. J'ai vu le projet de près et je peux vous assurer qu'il est impossible de laisser la critique l'emporter. Pourquoi je vous dis ça? Organiser un tel forum à Paris coûte une fortune. Le palais des congrès, la logistique, la sécurité, la technique, les invités, c'est du travail massif. Si on combat ça, ce sont les revenus du Back to Africa qui viennent de la vente des tickets qui risquent de crouler sous le poids massif de la critique et qui risquent de stagner. Le risque est que certains sponsors se retirent et surtout que la diaspora se fragmente. Que les plus anciens fidèles de cet événement se lassent. Et que les nouveaux arrivants dans le mouvement, eux, ne connaissent plus la ferveur des débuts. La crainte, c'est que le momentum, cet élan qu'a pris le Back to Africa, commence à s'essouffler. Que le mouvement se professionnalise beaucoup trop et perde un peu de sa magie. Et croyez-moi les gars, ce qu'il faut craindre, ce n'est pas la faillite d'un événement. Non, c'est la chute d'un symbole. Et je peux vous dire que ça, c'est important. Parce que le Back to Africa, ce n'est pas juste une conférence, croyez-moi. C'est le miroir tendu à toute une génération. Et si ce miroir se fissure, alors c'est leur propre espoir qu'ils verront se briser à la même occasion. Et cette tournure mélodramatique, Philippe le sait. Et il le sent dans la salle. Chaque mot qu'il prononce est pesé. Chaque promesse est décortiquée. Chaque geste qu'il fait est interprété. Pendant qu'il parle de persévérance, de nouveaux modèles, de coopération continentale, et que le public applaudit, il y a toujours des sceptiques qui croisent les bras. Et on entend ces sceptiques dire en chœur, « Et toi Philippe, est-ce que tu crois encore à ce que tu dis de ta bouche ?» Après, il faut reconnaître que c'est le jeu. Oui, Philippe, c'est comme ça. Quand on devient un symbole, on n'a plus droit d'être un humain. On ne peut plus douter, ni échouer, ni se taire. Oui, on ne peut plus se taire. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec Philippe Simo pendant un long moment juste après l'événement. On a parlé de ce sujet, de son combat pour l'Afrique. Et je peux vous assurer que pour son combat pour l'Afrique, Philippe Simo est sincère. Il sait que le rêve qu'il a lancé ne l'appartient plus qu'à lui, alors il est hors de question que le mouvement tombe. C'est pourquoi dans la prochaine séquence, on va comprendre ce que Philippe Simo prépare vraiment pour la suite. Comment il veut reconstruire autrement en sortant du modèle des formations pour bâtir un écosystème durable. Le forum est fini après un week-end très dense. Les lumières des palais de congrès se sont éteintes depuis des heures. Et pourtant la soirée continue ici, dans un petit restaurant discret au bord de la Seine. À l'intérieur, les verres teintent, les rires montent et les visages se détendent enfin. Les panélistes, les invités, quelques proches, on est tous là dans le restaurant. Et là, sur la même table que nous, à l'autre bout de la table, comme un roi qui trône avec ses convives, il y a Philippe Simo. Là, il n'a plus le micro,
il n'a plus de caméra, il n'a plus de projecteur. On voit là juste un homme dans toute sa simplicité, accessible, prêt à discuter avec qui il veut. C'est alors que je m'avance vers lui, on se salue à nouveau, parce que vous imaginez qu'on s'est vu plusieurs fois pendant ce week-end et dans la même journée, et il me parle directement. On commence à discuter, à échanger. On parle longtemps. D'abord de ma première vidéo que j'ai faite sur lui, celle où j'avais osé poser les questions que tout le monde évitait. Je m'attendais à une réaction de sa part plutôt défensive, voire même à un reproche, mais il m'a énormément surpris. Il a souri calmement. Il m'a dit « Tu sais, j'ai bien compris ta vidéo. J'ai compris que ça partait d'un bon fond. Et je pense même que tu as eu raison de la faire. » Il m'a dit « Le seul problème de ta vidéo, c'est que sur certains aspects, on avait déjà mis en place les actions correctives et tu n'avais pas abordé ça dans ta vidéo. » Et c'était un échange constructif. Il m'a dit « C'est bien que quelqu'un ose dire les choses. C'est important. » Il m'a même dit que ma vidéo l'a obligé à réfléchir à ce qu'il voulait vraiment construire. Le ton de notre échange est sincère, il est amical. Je n'ai pas l'impression de discuter avec un gourou, j'ai l'impression de parler avec un homme qui a encaissé, qui a compris et qui a digéré cette longue année de fortes critiques sur sa personne. Et puis pendant qu'on discute, il me lâche un peu son plan. Celui dont personne n'a encore parlé. Il dit « En 2026, je veux changer la structure même du mouvement Back to Africa. » Il dit que Back to Africa ne doit plus être seulement le projet de Philippe. Il faut que ça devienne le nôtre, le projet de tous. Et la stratégie qu'il va me dresser est une stratégie extrêmement encourageante et bien pensée de sa part. Il me parle de son idée de rassembler tous les créateurs de contenu africains francophones de la diaspora. Il m'a dit qu'il fallait qu'on crée un mouvement de ceux qui inspirent, de ceux qui informent, de ceux qui dénoncent et de ceux qui bâtissent. Il m'a dit qu'il fallait qu'on soit tous unis sur une même bannière, le Back to Africa. Pas comme une marque, mais comme une cause commune. Il est évident qu'on a chacun notre communauté, nos messages, nos angles d'attaque, mais si un jour on parlait tous ensemble au même endroit, du même rêve. Je ne sais pas si toi qui regardes la vidéo t'imagines la puissance. Je l'écoute et je comprends qu'on est complètement alignés. C'est exactement de ça que je venais lui parler. La démonstration que je voulais lui faire. J'avais parlé de ma présence au Back to Africa et beaucoup de personnes dans ma communauté s'étaient déplacées, avaient pris leur billet pour venir me voir, pour venir discuter avec moi. Et si on pouvait reproduire ça à grande échelle, quel impact ça aurait? Nous sommes beaucoup d'influenceurs passionnés par l'Afrique. Pourquoi ne pas tous se mettre sous une bannière et se battre pour ce Back to Africa? J'ai compris que Philippe Simo a bien compris son rôle. Il veut devenir le catalyseur. Il m'a dit le Back to Africa, c'est pas juste un mouvement de Philippe Simo, il me l'a répété. Je veux qu'on dise que c'est le mouvement de nous tous Africains, tous qui avons le pouvoir de créer ce changement pour un meilleur Afrique. Donc l'idée c'est d'en faire une grande agora africaine, une tribune où tout le monde vient proposer, créer, investir. Que Back to Africa ne soit plus juste une vitrine mais un écosystème d'action. Que ce soit l'endroit où nos communautés se rencontrent vraiment, où les deals se signent pour de vrai, où les projets se lancent, où les enfants de la diaspora et ceux du continent construisent ensemble. Je peux vous assurer que ce soir-là, sous les lumières feutrées de ce restaurant étoilé, j'ai vu dans les yeux de Philippe un éclat que je n'avais pas vu sur scène. Celui de quelqu'un qui a compris que le leadership, ce n'est pas d'être suivi, c'est de rendre les autres capables de marcher sans toi. Et il m'a dit cette phrase, Frédéric, l'Afrique a besoin des gens qui tendent la main et qui disent « Viens, on y va ensemble ». C'est ça être un leader, un vrai leader. La phrase est restée suspendue entre nous comme un pacte, comme une promesse qui nous faisait à nous tous, créateurs de contenu pour l'Afrique. Si toi qui me regardes, tu es créateur de contenu, je peux te dire ceci, je compte sur toi. Parce qu'on aura besoin de toutes les voix, on aura besoin de toutes les caméras, on aura besoin de tous les cœurs. Ce soir-là, en discutant avec Philippe, j'ai compris quelque chose que peut-être peu de personnes ont compris. Le mouvement n'est pas en train de mourir. Il est en train de changer de forme. Parce que après le temps des pionniers, vient toujours le temps des bâtisseurs. Je suis convaincu d'une chose. Back to Africa 2026 ne sera pas l'histoire d'un homme. Ce sera celle d'un peuple qui aura enfin décidé de croire en lui-même. Parce que au fond, cette vidéo, ce n'est pas une vidéo pour raconter l'histoire de Philippe Simo. Cette vidéo, c'est une vidéo pour raconter l'histoire de nous tous Africains qui avons décidé de relever l'Afrique. Le week-end du Back to Africa est passé.
Le bruit des conférences s'est éteint, mais quelque chose reste. Un frisson, une idée, peut-être même un départ. Parce que les vraies révolutions ne se font pas sur scène, elles se font dans le cœur de ceux qui rentrent chez eux différents. Tu vois, pendant longtemps, on a cru que la réussite, c'était de quitter l'Afrique. Aujourd'hui, on comprend que réussir, c'est repartir en Afrique, justement. Pas forcément toujours physiquement, mais en conscience. C'est repartir à ce qu'on est, c'est repartir à ce qu'on peut bâtir, c'est repartir à ce qu'on doit transmettre. Ce que Philippe a commencé n'est peut-être pas parfait, mais il a eu le courage d'ouvrir une porte. Et derrière cette porte, c'est toute une génération qui se tient debout. Hésitante certes, curieuse pour certains, mais prête à franchir le pas. Donc oui, peut-être que le mouvement Back to Africa a connu des doutes, peut-être qu'il a été critiqué, vilipendé, peut-être qu'il a perdu un tout petit peu de ses plumes, mais les rêves ne meurent pas. Les rêves ont juste besoin de nouveaux porteurs. Maintenant, le rêve du Back to Africa, c'est un rêve collectif. C'est un rêve qui nous appartient à tous. Il t'appartient à toi, il m'appartient à moi, il appartient à tout le monde, créateur de contenu ou pas, entrepreneur ou pas, salarié, peu importe ce que vous faites dans la vie. Vous avez un devoir, celui de relever tout un continent, pour que des personnes arrêtent de mourir dans l'océan par espoir pour un Occident meilleur, pour que des personnes cessent de penser qu'ils ne sont pas dignes, qu'ils sont nuls, qu'ils sont les moins aimés, qu'ils sont les moins que rien, pour que les personnes arrêtent de penser que c'est les autres qui font mieux, pour que les personnes prennent courage, qu'ils aient confiance en eux. Et les personnes dont je parle, ce sont tous vos frères, vos sœurs, vos mamans, vos tantes qui sont restés en Afrique. Pensez à toutes ces personnes. Investissez-vous pour que l'Afrique devienne aussi un continent dans lequel il fait bon vivre et dans lequel les gens peuvent vivre le bonheur, peuvent vivre la richesse. Donc au fond, je le répète, ce n'est pas l'histoire de Philippe Simon qu'on raconte ici. C'est celle d'un peuple qui veut se réconcilier avec sa propre grandeur. Et si l'Afrique doit renaître, ce ne sera pas grâce à un seul homme, mais grâce à une génération qui a décidé d'enfin aimer ce qu'elle est. La suite de l'histoire, c'est maintenant qu'on l'écrit. On va l'écrire ensemble, on va l'écrire bien, de sorte à rendre fiers nos enfants. Merci, je suis Frédéric Itois. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à partager la vidéo à toutes les personnes que tu connais sur la Terre. Toutes les personnes qui sont africaines ou pas. Partage la vidéo si tu penses que le niveau ici est très élevé. Laisse-moi un commentaire des familles pour me montrer et pour me témoigner à quel point cette vidéo a valu le travail et l'investissement que ça m'a demandé. N'oublie pas, j'organise un webinaire pour toi le 20 novembre. N'hésite pas à cliquer dans le lien en premier commentaire ou dans le lien dans la description de la vidéo. Je te laisse avec une prochaine vidéo. Ça va être un podcast ou une vidéo encore de ce type qui pousse à réfléchir sur notre continent. Je te laisse à la vidéo tout de suite et je te dis tchuss, à tout de suite.